Donc, bonjour à tous. Nous sommes ensemble à peu près pour, on va dire, 45 minutes, mais en fonction de vos questions, on pourra ajuster. D'abord, un premier temps de présentation de ce parcours de Master MEF. Et puis, donc une présentation, mais en même temps, je vais essayer de peut-être de vous poser quelques questions, susciter un peu votre réflexion, ou en tout cas prendre vos représentations déjà sur ce métier et ce parcours. Et puis ensuite, ça sera un échange, donc où là, vous pourrez librement me poser vos questions à partir peut-être de ce que j'aurai présenté. Donc, je me présente d'abord. Je suis Elisabeth Schneider et je suis enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. Je suis responsable du parcours qu'on appelle parcours professeur documentaliste depuis plusieurs années déjà, qui se compose entre un Master 1, Master 2, et puis depuis cette nouvelle réforme, un parcours qui accompagne des stagiaires mi-temps et temps plein en établissement scolaire. Donc, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. C'est peut-être une discipline que vous connaissez, peut-être pas. On pourra y revenir. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est que je puisse vous présenter à la fois ce parcours de master, mais à la fois peut-être un petit peu ce que c'est qu'être enseignant documentaliste en collège et en lycée. Donc, l'appellation officielle est professeur documentaliste, mais vous pouvez trouver diverses appellations, parfois prof doc, parfois enseignant documentaliste et parfois simplement doc. Alors, la première chose que je voudrais voir avec vous, c'est peut-être de faire un peu un point sur la vision du métier que vous avez déjà. Quels souvenirs vous en avez à partir de votre expérience d'élève, ce que vous faisiez au CDI, ce que faisait l'enseignant ou l'enseignante responsable de ce lieu-là. Et donc là, je vais vous demander de noter peut-être quelques mots-clés dans le chat rapidement pour que je puisse avoir un petit peu une idée de ce que les uns les autres vous mettez derrière ce nom. Et si d'ailleurs il y avait une appellation comme la dame du CDI, parfois, c'est ce qui est utilisé. Je vous laisse le temps de le faire. Ça peut être aussi peut-être des proches dans votre entourage. Vous connaissez peut-être des professeurs documentalistes, peut-être des étudiants qui ont fait cette formation, bien des gens qui sont à titre de contractuel, aide documentaliste ou assistant d'éducation. Donc, alors, je vois veille documentaire, bibliothèque, cours en médias, peut-être cours sur les médias. Je vais devoir inférer un petit peu. Alors, le lien entre CDI et bibliothèque, il est souvent fait. Effectivement, on a eu l'appellation il y a très longtemps de bibliothèque scolaire. Et aujourd'hui, c'est centre de documentation et d'information. Mais effectivement, c'est un métier qui souvent fait penser au métier de bibliothécaire, mais qui a une facette enseignement que n'ont pas les bibliothécaires. Oui, les personnes qui s'occupaient du CDI pour lister les emprunts et les manuels. Alors oui, ça c'est une tâche, c'est une activité, c'est une tâche professionnelle, on va dire. Je regarde encore 2-3 propositions. Alors, Eva, vous avez dû profiter apparemment d'une initiation à l'informatique et à la gestion, ou quelqu'un qui est chargé d'une gestion de bibliothèque. Quelqu'un qui ferait l'initiation à l'informatique. Alors ça, on y reviendra. Effectivement, le numérique est très présent dans le monde des CDI. Un espace multimédia, un fonds documentaire. Vous avez des termes qui sont déjà des termes professionnels dans ce que vous utilisez. Veille documentaire, gestion de bibliothèque, fonds documentaire. Et voilà, souvenir d'un lieu réconfortant et plaisant. Ça, c'est en effet un lieu qui est plutôt destiné à l'accueil des élèves et qui se veut un lieu réconfortant ou un lieu en tout cas chaleureux, un lieu dans lequel on a envie de rester. Donc si je peux faire la supposition que si vous êtes intéressé par ce parcours, c'est peut-être le souvenir que vous en avez. La question de la lecture. Et un dernier terme, je vois, voilà, chercher de nouveaux livres et lire. Oui, la question de la lecture, elle est présente. Alors,
Je vais essayer, en fait, rapidement de vous balayer un petit peu la diversité de ce que c'est qu'être professeur documentaliste avant de vous parler de la manière dont ce parcours prépare à ce métier. Alors aujourd'hui, voilà un peu à quoi ça ressemble. Nous sommes dans une approche très, très ancrée dans la vie contemporaine. J'ai déterminé des mots-clés, des éléments par biais de photographie pour essayer de vous dire un petit peu à quel point c'est un métier qui est devenu très polyvalent, très riche, qui demande d'être très ouvert sur la société actuelle, très ouvert sur des grandes questions, des grandes questions éducatives, des grandes questions sociales, sur la vie des adolescents. Et donc, voilà, le professeur documentaliste aujourd'hui, il est chargé d'une éducation aux médias et à l'information, mais on va souvent diviser, enfin, en tout cas distinguer ces éléments-là par une approche critique aux médias, donc peut-être vous avez vécu, où effectivement on va apprendre à utiliser les médias, mais des médias contemporains comme des médias plus traditionnels, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la presse quotidienne régionale, que ce soit des journaux télévisés, voilà, toutes sortes de médias. On va former les élèves à la recherche d'informations. Comment est-ce qu'on fait pour chercher de l'information, que ce soit numérique ou non numérique? Comment est-ce qu'on fait pour la sélectionner, pour l'évaluer, les critères? Comment est-ce qu'on fait pour construire de la connaissance à partir de ça? Et puis, une autre facette très importante qui est le développement du goût des pratiques culturelles, où là, on va avoir une très grande diversité des pratiques, que ce soit la pratique de la lecture, mais je vous ai mis une photo d'un jeu de société qui était même fabriqué par des élèves, donc de ce qu'on appellera aujourd'hui de ludopédagogie, un fonds documentaire qui va donner accès à la culture, une mise en évidence de dispositifs, de pratiques culturelles, peut-être mettre en place et concevoir des projets qui donnent accès à la culture. Donc vous avez des choses extrêmement diversifiées. Donc c'est un métier qui se fait à proximité des élèves, dans l'accompagnement des élèves. Souvent, on fait une distinction entre professeur de discipline et professeur documentaliste. C'est vrai que vous n'avez pas une classe en charge au sens traditionnel du terme. Néanmoins, le CDI dont on a la gestion, c'est un lieu d'accueil des élèves et c'est un lieu de formation des élèves. Alors, ces compétences, je ne vous ai pas noté là le référentiel de compétences du professeur documentaliste. J'ai essayé de les regrouper avec des termes qui peuvent être évocateurs pour vous. Alors, le premier, c'est que les enseignants documentalistes sont titulaires d'un CAPES. Ça veut dire qu'ils sont recrutés au même niveau que les autres, au niveau Master 2 et avec un CAPES. Et donc, ils ont une mission d'enseignement et une mission d'accompagnement des élèves, éducation A, alors éducation aux médias, à l'information prioritairement, mais aussi l'éducation à la santé, l'éducation au développement durable. Ils participent vraiment au même titre que les autres à l'enseignement. Même s'ils n'ont pas le même volume horaire en termes de cours, ça on pourra y revenir si vous avez besoin de précision. Ils sont chargés de la gestion d'un centre de ressources et c'est là où ça peut se rapprocher d'un métier lié aux bibliothèques. Ils s'insèrent dans une équipe éducative et ils partagent les projets, ils partagent la vie quotidienne d'un établissement scolaire. Et ils vont aussi, puisqu'ils sont au niveau Master 2, et comme tout enseignant, ça correspond à des compétences d'ingénierie, ils peuvent être amenés à concevoir des formations en éducation média à l'information et à élaborer des progressions de la 6e à la 3e, de la seconde à la terminale, pour participer à cette éducation aux médias. Alors, je peux déjà prendre quelques remarques ou quelques questions s'il y a des choses qui vous étonnent ou si ça correspond à peu près à l'idée que vous vous en faisiez, que vous vous en faites. C'est un métier qui est rendu visible depuis quelques années, en particulier avec tout ce qui relève de l'éducation aux médias. Donc, si vous suivez certaines émissions de radio, entre autres sur France Inter, avec des classes qui ont des partenariats particuliers avec les radios, on entend souvent des professeurs documentalistes partager l'activité qu'ils ont avec les élèves. Je continue.
Et j'en viens au parcours de master qui a lieu à l'INSPE de Caen. Vous avez à l'écran quelques grands axes de cette formation. D'abord, c'est une formation qui est professionnalisante, qui ne fait pas de sélection en fonction de la licence, dans la mesure où c'est une formation qui va essayer d'apporter ce qui va relever de la discipline de référence dont on va parler tout de suite, et la construction d'une professionnalisation très spécifique. Alors, cette formation professionnalisante se décline sur le Master 1 et le Master 2. En Master 1, 12 semaines de stage. Pour une part, ce qu'on appelle un stage massé, donc c'est-à-dire que c'est la semaine complète, et pour une part, ce qu'on appelle un stage filé, parce que ça va s'égrener sur plusieurs mois. Et donc là actuellement, les étudiants de M1 sont en stage le jeudi et le vendredi, toutes les semaines, jusqu'au mois de juin. En M2, 6 semaines de stage qui sont réparties d'octobre à fin janvier. Pourquoi est-ce que c'est seulement sur la première partie de l'année ? Parce qu'en fait, il y a le concours dont on va parler tout de suite, qui a lieu à la fin du Master 2. Et donc, c'est pour que le temps, en quelque sorte, puisse être pleinement consacré à la préparation, enfin en tout cas à la dernière ligne droite de préparation au concours. Deuxième axe de formation, ce sont des contenus. Alors des contenus qui vont être vraiment articulés entre la pratique professionnelle et des savoirs que l'on pourra appeler entre guillemets plus théoriques, qui sont pour une discipline que souvent les étudiants ne connaissent pas, auxquels ils ont touché parfois un petit peu en fonction de la licence d'où ils viennent, qui est les sciences de l'information et de la communication. De la même façon qu'un enseignant de lettres construit une expertise en littérature, en langue, ou un enseignant de mathématiques en mathématiques, eh bien un enseignant documentaliste doit développer une expertise dans la science des médias, de l'information, de la médiation, de la communication, et ça s'appelle les sciences de l'information et de la communication. Donc c'est une discipline universitaire dont vous avez quelques représentants à l'université, vous avez peut-être eu en cours, et puis c'est une discipline aussi qui a ses chercheurs, qui a ses domaines de recherche. Donc, ça sera déjà en formation, on a une acculturation pour devenir étudiant en sciences de l'information et de la communication. Mais bien sûr, on s'appuie sur des sciences sociales, sciences humaines et sociales, sciences de l'éducation, sociologie, psychologie, mais aussi d'autres sciences que l'on va appeler, qu'on pourra dire généralement exactes, ou des sciences dures, qui vont nous servir, on aura des emprunts en fonction des besoins de contenu. Et puis, dernier axe, c'est la préparation du concours. Donc, je le disais, c'est un CAPES, le CAPES de documentation qui a lieu en fin de M2. Et dans la progression que l'on a construit pour cette formation, la préparation au CAPES s'échelonne véritablement du M1 jusqu'à la fin du M2, de manière à ce que le développement des capacités rédactionnelles, des capacités argumentatives puisse se construire progressivement. Et il y a une articulation à la professionnalité, puisqu'après le CAPES, vous devez pouvoir devenir fonctionnaire stagiaire. Et donc, on est véritablement sur un continuum M1, M2 et fonctionnaire stagiaire. Alors, cette formation a des spécificités que je vous présente rapidement, lesquelles on pourra revenir selon vos questions. Tout d'abord, c'est une approche par compétences intégrale. C'est-à-dire que depuis 4 ans à peu près, nous avons supprimé les notes dans ce parcours de formation et donc nous sommes totalement en approche par compétences avec une évaluation de l'évolution de ce développement de compétences à travers des projets, des productions diverses qui sont manifestées dans un portfolio et qui donnent lieu à une soutenance. Donc, on a en particulier des productions universitaires, mais qui sont aussi passées par le prisme de la pratique professionnelle, telles que être capable d'élaborer un rapport d'activité, tel que être capable d'élaborer un document cahier des charges pour un projet, etc.
Dans cette approche par compétences, il y a un accompagnement des étudiants pour une formalisation progressive d'un projet personnel professionnel. Ça sous-entend un des intérêts importants, hein, c'est que parfois on entame ce Master 1 en n'étant pas complètement sûr de vouloir devenir professeur documentaliste. Et puis de toute façon, même si on veut le devenir, c'est mis à l'épreuve du stage et c'est mis à l'épreuve de ses capacités par rapport au concours. Et donc, le fait d'être dans une approche par compétences permet d'envisager une orientation, une réorientation vers les métiers du livre en général, vers les métiers des bibliothèques, vers des métiers qui associent éducation et médiation, dans la mesure où, comme on est, je vous le disais, dans cette approche par compétences, eh bien, on peut identifier ce que l'on sait faire, on peut identifier quelles sont les tâches professionnelles que l'on a mis en évidence, que l'on a mis en pratique dans un stage, et comment est-ce qu'on pourra s'en servir pour postuler sur d'autres métiers. Donc, alors, des prérequis sont recherchés néanmoins, et ça, je sais que c'est important pour vous aussi, pour savoir dans quelle mesure on peut s'engager dans ce parcours avec déjà des éléments des conditions de réussite. Alors, si ce sont des choses que vous pouvez développer ou que vous avez par ailleurs, ou que peut-être vous pouvez essayer de réfléchir comment les mettre en évidence, c'est vrai que si vous avez déjà une réflexion sur vos propres usages du numérique, si vous avez des pratiques culturelles diversifiées ou un rapport à la culture, où la culture a une place importante dans votre vie, si vous partagez les valeurs éducatives de l'éducation nationale ou les valeurs éducatives de notre République, si vous êtes capable d'une grande capacité, de travail personnel important, hein, d'une autonomie de votre travail, les compétences transversales, elles aussi, sont particulièrement valorisées. Et puis d'être dans une marge de développement de son esprit critique. Alors, j'ai noté le terme prérequis, mais ça ne veut pas dire que vous êtes censé être compétent sur tous ces domaines, mais ça veut dire que ce sont des indicateurs qui peuvent dire qu'il y a une adéquation entre le parcours et peut-être votre profil. Alors, comment est-ce qu'on peut s'inscrire dans ce parcours? Je vous ai noté ici, j'ai repris les éléments de ce qui relève du calendrier de monmaster.gouv.fr. Je vous laisse le regarder, mais vous voyez, on est sur quelque chose qui va s'échelonner entre février et juin, fin juin, de manière à ce que la rentrée puisse se faire de la manière la plus efficace possible si les inscriptions administratives sont faites fin juin. Je vais pouvoir revenir sur cette diapo-là plus tard, mais je vous ai noté aussi les critères de sélection et les pièces qui sont examinées dans les candidatures. Je vous le disais, on ne fait pas de sélection sur la licence et on est plutôt sur l'identification d'un vrai projet par rapport à cette formation. Donc, je laisse pour l'instant cette diapo et je vous sollicite pour peut-être des réactions, peut-être des éléments sur lesquels vous voulez que je revienne. Ou des choses que je n'aurais pas abordées et qui vous semblent importantes. C'est vrai que c'est un balayage très rapide. Et en fonction, alors peut-être que certains d'entre vous avez eu l'occasion d'avoir une UE de pré-pro et d'aller en stage, ou d'être AED, enfin voilà, tout type de situation. Donc n'hésitez pas, toutes les questions sont bienvenues, toutes les remarques. Je vais afficher la dernière diapo. Voilà, alors la dernière diapo, oui, je vais vous répondre tout de suite sur le congé formation. La dernière diapo, c'est pour que vous puissiez creuser pour préparer une éventuelle candidature dans ce parcours. Donc le premier, c'est un lien qui vous emmènera vers la circulaire qui précise la généralisation de l'éducation aux médias et à l'information, la circulaire de mission du professeur documentaliste,
date de 2017, le référentiel de compétences du métier de l'enseignant, puisqu'il y a un référentiel qui est général pour tous les enseignants et auquel se réfèrent les professeurs documentalistes. Et à l'intérieur, vous avez des compétences spécifiques du professeur documentaliste. Le dernier lien, concerne le site devenirenseignant.gouv et sur lequel des pages sont consacrées aux professeurs documentalistes avec les épreuves, les sujets des épreuves du concours des années antérieures en particulier, les rapports de jury. C'est vraiment très important, même si, je vous le dis, il ne faut pas prendre peur en regardant les épreuves et les rapports de jury. Si vous n'avez jamais travaillé sur les sciences de l'information et de la communication, ce serait normal que ça vous paraisse bien loin de vous. Et puis, dernier conseil, effectivement, c'est de rencontrer des enseignants, c'est pas hésiter à essayer d'entrer en contact avec des étudiants qui sont actuellement en formation et puis qui puissent échanger avec vous, peut-être, si vous avez un stage à faire, de solliciter la possibilité d'aller en CDI. Donc, sur la question d'un congé formation, en fait, d'abord, vous avez absolument le droit de demander un congé formation pour devenir professeur documentaliste. Ça fait partie des possibles et des droits à l'intérieur de l'éducation nationale. Et puis, j'en profite pour le dire, nous avons tous les ans des étudiants salariés, comme dans tout parcours de master. Vous pouvez avoir en tout cas un accompagnement et un aménagement, la prise en compte de votre statut de salarié. Donc n'hésitez pas dans tous les sujets que j'ai pu aborder. Alors j'en profite pendant que quelqu'un est en train d'écrire. L'ensemble de cette formation, les étudiants de cette formation sont tous accompagnés par des tuteurs. Donc, en fonction des situations et en fonction des moments, que ce soit Master 1 ou Master 2, il y a un accompagnement pour le stage. Il y a une direction de mémoire pour le travail de mémoire. Il y a un tuteur pédagogique, un référent de formation. Donc, c'est véritable. Comme on est dans une approche par compétence, on met pas mal de force sur l'accompagnement individuel. Et quand les étudiants sont en stage, ils ont un tuteur de stage, donc un professeur documentaliste chevronné qui les accompagne. Alors, quelqu'un qui est en service civique mais qui n'a pas fait de césure. Oui, alors après un arrêt d'études d'une année seulement, vous êtes en formation. La formation, et donc effectivement, vous postulez sur mon master. Ouais. Alors oui, pas de sélection sur la licence, ça veut dire qu'il n'y a pas de sélection sur la discipline de la licence. Nous avons toujours une diversité de licences, donc aussi bien des gens qui sont des licences d'histoire, de langue, de sociologie, lettres modernes, de physique, de chimie, des reprises d'études, des gens qui viennent, qui étaient salariés dans le privé, des gens qui ont été libraires, par exemple, des gens de tout type, des métiers de la banque, des gens qui ont fait du droit. Donc, c'est en ce sens-là qu'on dit qu'il n'y a pas de sélection sur la licence. C'est-à-dire que pour nous, tout étudiant, quel que soit son parcours antérieur, peut potentiellement réussir. Pour ce qui est des relevés de notes, là, si, absolument, c'est une pièce obligatoire à fournir. Qui pour nous est un indicateur en particulier de l'engagement dans ces études, même s'il peut y avoir des parcours plus ou moins, des bifurcations dans un parcours universitaire ou dans un parcours d'études, mais ça peut être un indicateur. Voilà. Mais évidemment, la lettre de motivation est importante pour nous. Pour préciser aussi ça, le CV. Le CV, un CV bien explicite, détaillé, qui nous précise parfois ça.
comme ce que l'on vient de voir là, un service civique, mettre en évidence les compétences que vous avez pu développer. Donc, oui, c'était formation initiale. Ouais. Alors, c'est un parcours de master et c'est un métier qui reste assez méconnu. Alors que si on regarde certaines, en tout cas des enquêtes qui sont faites auprès des jeunes diplômés, c'est un métier où vous entendez beaucoup de choses probablement sur le métier d'enseignant. C'est un métier où les jeunes professeurs documentalistes disent qu'il y a une grande adéquation entre la formation et la réalité du métier et qui s'estiment bien préparés. Et on a, voilà, on ne connaît pas le phénomène de démission qu'on peut connaître parfois. C'est plutôt un métier, une fois qu'on s'y engage, qui correspond à ce qu'on a pu découvrir. Est-ce que certains d'entre vous ont fait des stages? Et, n'hésitez pas à le noter, à le valoriser dans vos candidatures. Alors, en Erasmus, vous serez en examen. Oui, alors ça, c'est une question importante qui est valable pour tous les masters. C'est qu'effectivement, en général, vous ne pouvez pas fournir le dernier relevé de notes au moment des candidatures. Vous voyez bien que les candidatures, je vais vous remettre le calendrier à l'écran. Voilà, dépôt des candidatures, c'est en général, enfin c'est même obligatoire, je pense. C'est avant les résultats du semestre, du dernier semestre. Donc évidemment, vous le fournirez après coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Donc, s'il n'y a pas d'autres, j'attends juste quelques instants, vous pouvez me le dire. Donc, on va s'arrêter là. Que je vais, alors vous avez à présent mon nom. Vous pouvez me contacter au nom de elisabeth.schneider@unicamp.fr. Si vous avez des questions complémentaires, c'est pas forcément le moyen le plus efficace pour avoir des informations. Déjà creuser un petit peu tout ce que je vous ai proposé. Néanmoins, nous serons présents lors de la journée porte ouverte, et en particulier le matin, si vous voulez venir échanger directement avec moi. Alors, combien de places disponibles pour la formation? En Master 1, il y a 20 places. Je vais attendre les dernières. Alors, la journée porte ouverte, je vais juste vérifier pour ne pas vous dire d'erreur. C'est le samedi 4 février. Il me semble bien que c'était le 4 février. Oui, c'est ça, samedi 4 février. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci d'avoir été présent. Et puis, j'espère pouvoir peut-être vous croiser, vous rencontrer, échanger de vive voix.